Donc maintenant, on va parler des cartels 2025, à commencer par la Noviada non piquée, donc tout, comme d'habitude le matin à 11 h, le lundi de Pâques. Donc évidemment, vous comprenez bien qu'on va reconduire avec plaisir l'élevage d'Alma Serena, de Philippe Batz, qui permet aux novilleros de s'exprimer, mais quand même il faut demander les papiers quand même, hein. C'est pas du domaine bonbon, hein. Donc c'est un grand intérêt pour l'aficionado. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un cartel qui soit original ou alors attractif. L'année dernière, nous avions comme cartel Adrien Luc face à l'étoile montante de l'école de Salamanque, Julio Norte. Donc Julio Norte qui a tout balayé sur son passage pendant la temporada. Donc on a eu la chance de le voir excellentissime à Mendron. Adrien avait coupé une oreille. Donc cette année, pour 2025, le choix de la commission taurine a été porté sur reconduire Adrien Luc. Et il sera en compétencia avec Clovis Germain, dit Clovis. Ah, là, on sent que vous ne connaissez pas trop. Donc Clovis qui est de l'école taurine de Béziers, on va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Mais je vous propose qu'on accueille Adrien Luc, puisque c'est le local de l'étape. Et il va venir vous dire quelques mots. Adrien, la classe. Viens à côté de moi. Alors Adrien, mano, je fais déjà monter la sauce. Alors mano, sud-est, sud-ouest. Donc tu vas nous représenter tous là. Je vais monter déjà. Et pour nous, ça nous a paru légitime de te reconduire, puisque pour ta présentation en 2023, tu avais coupé une oreille. On se souvient de ton début de faena téméraire. En 2024, tu avais de nouveau coupé une oreille. Tu avais fait une faena très bien construite. Donc tu avais été en compétence à de Julio Norte. Quels sont tes axes pour 2025? Comme nous, ça nous paraît légitime de venir avec toi. On sent qu'à Mugron, tu es un peu. T'es à gusto, on sent que tu es bien, que tu es en confiance. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un peu comme ça pour les petits jeunes de chez Richard? Est-ce que tu nous dis deux mots là-dessus? Déjà, bonjour à tous, d'être venus aussi nombreux pour la fête avec Mugron et pour ce jour particulier. C'est vrai que Mugron, j'ai une relation assez spéciale avec cette arène, donc de part d'être mugronné, c'est sûr que on va dire que c'est un avantage parce que j'ai vu des spectacles tauriens dans ces arènes, que ce soit pour le match espagnol ou hollandaise, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier pour moi. Et dès que j'ai franchi le pas d'aller chez le maestro Richard Millian et Adora Fiction et que la passion de la tauromachie espagnole m'a prise, c'est vrai que pouvoir s'entraîner dans ces arènes-là, déjà, quand il y avait encore mon frère en activité, et même encore aujourd'hui, que ce soit seul ou avec un compagnon d'école, c'est vrai que c'est un privilège. Donc c'est vrai que je connais les moindres recoins de cette arène, pour me retrouver avec des gars et pouvoir continuer à progresser en vue des temporadas qui arriveront. Je pense que il n'y a pas forcément de mots pour décrire la relation que j'ai avec cette arène, c'est très particulier. Je pense que dans le toréo, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et je pense que c'est le cas avec cette arène, c'est très particulier. Et depuis que j'ai débuté en 2003 à Mugron et encore l'année dernière, quand j'ai pu encore m'y produire, on va dire qu'il y a une bonne étoile qui est sur ma tête. Et c'est vrai qu'il y a des fois où j'aurais pu me rater et il y a eu ce petit brin de chance qui faisait qu'à chaque fois je m'en sortais. Alors ça aussi c'est inexplicable, mais ça fait partie de la tauromachie d'avoir ce brin de chance au bon moment. Et je crois que oui, c'est très particulier, mais c'est une arène dans laquelle je me sens bien. Je n'ai pas encore réussi à encore pouvoir tout montrer, mais voilà, je vais continuer à le faire en 2020. Pour nos amis qui sont ici,
j'aimerais savoir, bon, moi je suis un peu au courant, mais j'aimerais savoir c'est quoi le quotidien d'Adrien Luc pendant l'hiver, un torero pendant l'hiver, est-ce qu'il coupe complètement, ou il a des hobbies, il a des passe-temps, ou est-ce qu'il s'entraîne de salon tout l'hiver? Comment on trouve l'équilibre? C'est quoi l'hiver d'Adrien Luc? Alors, il n'y a pas que l'hiver, mais je parle en général. Déjà, je ne fais pas que de la tauromachie espagnole. Ma vie, elle est rythmée aussi par les études. Voilà, l'année dernière, j'ai eu l'obtention de ma licence d'espagnol. Et là, je suis en master 1 de recherche hispanique à Beau. Donc, c'est vrai que ça me permet de trouver un équilibre. Et donc, à côté, ça me permet aussi de pouvoir courir. Donc, à Pau, généralement, j'amène ma valise, mais pas que. J'amène ma cape, ma bouletta. Moi, c'est pas négociable de partir sans ces affaires-là. C'est pas possible de ne pas pouvoir toucher ma cape, ma bouletta la semaine. C'est trop important pour moi, c'est comme un musicien qui ne va pas sans son instrument. Donc, oui, c'est vrai que quand j'ai le temps, je pousse le canapé, je pousse le tapis. Je pousse aussi la table et puis j'arrive à trouver du temps pour m'entraîner et à répéter les gestes. Et sinon, c'est vrai que je me prépare aussi physiquement, avec beaucoup de courses à pied, du vélo, parce que ça demande aussi d'avoir une certaine capacité physique pour aller dans l'arène, et qu'on ne soit pas des sportifs, mais ça demande quand même d'avoir une certaine discipline par rapport à ça. Et sinon, alors c'est vrai que je ne suis pas forcément comme les jeunes, on va dire, de mon âge. Pas beaucoup, bien que j'arrive aussi à lâcher, c'est important, c'est que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que voilà, quand j'ai l'occasion de revenir, quand je reviens au week-end pour m'entraîner et que je vois que j'ai un peu de temps, comme je suis une très grande passionné de sport en général, je vais voir des matchs de foot, de rugby. Voilà, j'essaie aussi de me changer les idées. Là, par exemple, en ce moment, c'est vrai qu'il y a les courses à Pau, il y a les courses de chevaux, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc ça aussi, ça permet de côtoyer d'autres personnes, d'autres milieux, de pouvoir s'évader. Et donc ça permet de ne pas forcément penser qu'à la tauromachie. Et une fois que je m'évade, je prends encore plus de plaisir à prendre ma cape, ma bouletta, et là je me sens libre. Donc c'est clair que oui, je ne peux pas plus que ça. Et c'est important d'avoir, on va dire, d'autres horizons pour progresser et pour surtout prendre conscience aussi qu'il n'y a pas de la tauromachie. Même si pour moi c'est essentiel, depuis que je suis rentré à l'école taurique, ça va faire en septembre 10 ans. Ma vie elle est orientée par rapport à ça, tout ce que je vais faire ça dépend des taureaux. Donc voilà, c'est ma première des passions, mais à côté j'arrive à me libérer du temps. Donc on a compris que pendant l'hiver, tu as quelques moments où un petit peu plus léger, un petit peu plus détaché de ta passion, mais tu as eu la chance, mais aussi la grande responsabilité en 2024 de défiler dans des grandes arènes, des arènes enfin, plus grandes que Mugron. Je vais citer Agenmo, je vais citer Bayonne, je vais citer Mont-de-Marsan. C'est une grande responsabilité quand on a 20 ans. Et aujourd'hui, sans revenir sur les trophées coupés ou sur les expériences, est-ce que tu peux me dire un peu ce que ça t'a amené en termes de construction, en termes d'expérience, et quels sont les axes de progrès que ça ouvre pour 2025? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Pour répondre à la première question, pour répondre à ce que tu disais par rapport aux arènes de première, c'est bien que bon, déjà 2024, ça a été la première fois que j'avais une temporada aussi pleine. C'est vrai que les contrats de Mont-de-Marsan et Bayonne ont été une grosse responsabilité pour moi, mais je pense comme beaucoup de Guillaume, voilà, quand on a annoncé, alors ça a été la Saint-Plicador, mais bon, c'est important, c'était une petite corrida de taureau. Quand on a annoncé à l'affiche pour la fin de la Madeleine, avec l'engouement qu'il y a, c'est clair que voilà, ça fait plus rire. Ça fait prendre des épaules. Ouais, c'est important. Donc voilà, j'ai réussi à avoir ces 2 contrats parmi l'école Sinabou, qui s'est quand même pas trop mal passé. C'est vrai que tout change. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de petites arènes ici, parce que les aficionados, on les connaît plus partout, mais c'est vrai qu'à Mont-de-Marsan, il y a l'exigence du public. C'est une arène de première. Les mobiliers ne sont pas les mêmes. Ils sont un peu plus forts, ils demandent un peu plus aussi. Les compagneros ne sont pas les mêmes, même si on peut les retrouver. Cette année, l'année dernière, j'ai découvert avec ce qui se faisait de mieux à chaque fois.
Roulet Norté, Pedro Muto, entre autres. Et oui, et ça a été, je veux dire, ce sont des arènes qui m'ont beaucoup apporté, comme d'ailleurs tous les Nokiada en général, mais c'est vrai que c'est un devenir qu'on peut aussi grandir et on touche un peu du doigt ce qui peut se faire, on va dire, à l'étage de carrière. Donc voilà, et sinon, c'est vrai que quand je suis sorti de ma saison 2024, voilà, il y a eu des hauts, des bas, ça fait partie des choses de la tauromachie, mais Riant et Bagneux sont plutôt bien passés, c'était deux dates qui ont clôturé ma saison. Et c'est vrai que pour moi c'était important, on va dire, de changer des choses. Je ne voulais pas repartir dans une mauvaise routine. Voilà, ça fait quelque chose comme que je suis à l'école. J'avais vraiment besoin aussi de me remettre en question par rapport à ce que j'avais fait. Et donc pour moi c'était essentiel de pouvoir changer des choses. Donc déjà, je tenais à remercier le maestro Richard Millian, mais aussi l'arrivée de Christophe Echepourroy à l'école Touring qui nous donne pas mal de conseils. Et c'est vrai que je me suis remis en question par rapport à ce que je faisais, tout ça, et c'est vrai que j'ai changé pas mal de choses cet hiver. De toute façon, c'était important pour se donner le droit de repartir en 2025, parce que je suis conscient que c'est ma 3e année, et c'est une année charnière pour moi. Ça fait maintenant un peu longtemps que je suis dedans. Et donc voilà, j'ai changé, au niveau de mon toréo, j'ai essayé d'apporter d'autres choses. Déjà, j'ai revu, on va dire, la vision de la tauromachie que j'avais. On va dire, parce que j'avais peut-être certaines certitudes, mais qui n'en étaient pas au final, en 2024. Et voilà, on va dire revenir aux sources, parce que c'est vrai que quand on gagne en technique, et ça je pense que c'est un peu partout, quand on progresse, quand on monte en étage, on a tendance, on va dire, à s'éloigner de la base. Et la base, c'est important. Et le toréo, avant tout, c'est du sentiment, c'est du ressenti. Et je pense que moi, je m'étais perdu par rapport à ça, par rapport à la technique et tout ça. Et grâce à l'apport du maestro, grâce à l'apport de Christophe, et je remercie aussi Alexis Lucas qui part derrière et qui soit dans un quadrilla quand je jouerai, ou même à d'autres personnes qui ne sont pas là, mais comme Béatrice Brett, comme Benjamin Renaldegno qui en un peu et quand il n'y a pas d'entraînement, je vais m'entretenir aussi avec lui, de pouvoir voir d'autres choses. Et c'est très important. Donc voilà, c'est avec ces personnes-là avec qui je travaille, pour que voilà, 2025 soit l'année du renouveau, entre guillemets, si je peux me permettre, de m'exprimer ainsi. Donc voilà, avec cette envie de pouvoir montrer une autre version de moi-même, une version que je n'ai toujours pas réussi pour le moment à montrer, et qu'il faut s'adapter au freestyle qui est en face. Mais j'ai à cœur de montrer que voilà, j'ai pas encore tout à fait le PD, et que je pense que voilà, 2025 va être C'est intéressant parce que bon, effectivement, de s'enrichir au fil des expériences et de s'enrichir au niveau ouverture d'esprit, au niveau imaginatif, pour construire demain. Donc je pense que Clovis il peut s'inquiéter. Donc Mano vous prenez, parce que Clovis, c'est pareil, il a débuté l'année dernière en amitié. Donc merci Adrien, je pense que tu peux regagner ta place. On peut l'applaudir. Donc Clovis, si Jean, tu veux en parler un peu de Clovis? Jeannot? Alors, Clovis c'est un petit de l'école Touring de Béziers. Là je me prends un peu, c'était pas écrit dans le script. C'est un petit de l'école Touring de Béziers qui fait parler déjà. Oui, alors, pour repenser les choses dans leur contexte, vous savez qu'en tauromachie, c'est comme le vin, il y a des années où il y a, des années où la récolte est moins bonne. Alors cette année, dans le sud-est, l'année dernière, il y a, on va dire, un peu, il y a des taureaux, oui, mais on ne voit pas trop qui pourrait avoir une projection positive. Alors, il se trouve que depuis l'an dernier, le Clovis suscite l'intérêt des professionnels.
Voilà, c'est tout simplement pour cette raison-là qu'il est au cartel à Luberon, parce que les Français, et parce que on voit chez lui aussi prendre certaines qualités, et comme à Luberon, les Sampicadors, elles se veulent aussi être avec une exigence de qualité, c'est pour ça qu'Adrien et Clovis se rencontreront sur le nid de Paris, tout simplement. Et effectivement, c'est un bonheur aussi, c'est un bonheur, on ne peut pas le faire tous les ans, mais on a deux petits Français. Chaque fois, sachez que chaque fois qu'on le peut, on le fait. Chaque fois qu'on peut mettre des Français, que ce soit le matin ou l'après-midi, on le fera. On le fera parce que c'est alimenter notre patrimoine culturel ici dans le sud-ouest ou dans le sud-est. Et puis aussi, ça nous amène à des mondes de bras d'air. Mais bon, parfois, comme le dit Jean, parfois il y a, parfois il n'y a pas. Bon. Parfois, c'est des toreros qui ont déjà été vus plusieurs fois. Et donc, bon, on essaie d'être un peu imaginatif. Alors, donc, mano à mano, le matin, Adrien-Luc, Clovis. L'après-midi, je pense que tu vas pouvoir dévoiler l'affiche. Tu vas pouvoir dévoiler l'affiche dans la journée complète. Allez. Donc voilà l'affiche de la journée taurine. Donc, Jean, je vais citer les toreros de l'après-midi. Donc d'abord, la vedette de l'après-midi, c'est Balthazar Ivan Valdés. Les novios de Balthazar Ivan. Il faut savoir que Balthazar Ivan, nous avons eu cette année le deuxième prix des critiques au Tournoi du Sud-Ouest, donc le deuxième meilleur lot. Le premier lot, c'est Pala d'Air sur Alour, qui sont du même encaste. C'est du Contreras Domecq. C'est grosso modo un peu le même comportement. Donc, vous voyez ici, là, il y a une petite vidéo de Pastorito. Pastorito, meilleur taureau de la Feria San Isidro de Madrid, Balthazar Ivan. Meilleur taureau de la Feria San Isidro de Madrid, il y a 25 corridas, Balthazar Ivan. Argada del Rey, meilleur novillo, Argada del Rey, Camarito de Balthazar Ivan. Donc un élevage de respect, un élevage qui transmet de l'émotion, qui, même quand on ne connaît pas la corrida, ça transmet au gradin. Alors, Jean maintenant, alors je vous rappelle qu'il y a le dessert et puis il y a du champagne pour équilibrer les candidats. Et donc, Arturo Emiliano Osorio Islas. Alors le cartel de Luberon, il a été monté parce que ce soit pour la Sampicador ou la Piquet, il faut aller dans les choses qui se font, dans ce qui est de mieux en fait. Ouais, on n'est pas là avec l'énergie dépensée, avec le temps dépensé, avec l'argent dépensé pour construire des choses qui fondamentalement ne promettent pas. Donc le cartel de cette année, c'est un cartel qui promet. Les trois novillos sont dans la bouche de tous les professionnels et des aficionados. Donc le premier, c'est un Mexicain qui s'appelle Emiliano Osorio. Il a joué d'une préparation très intense au Mexique. Et pour sa première temporade en Espagne, il a réalisé de grosses, mais vraiment de grosses faenas qui font par les aficionados à Calaspala, à Villaseca et à Arnedo. Il a suscité, alors c'est un côté classique, avec beaucoup d'exigence de pureté, et il a, comme je tiens à le souligner, parce que c'est pas pour le temps que les maestros s'investissent, il a comme principal soutien Colo Vasquez. Colo Vasquez, c'est une référence en termes de qualité, de finesse de toléro et de connaissance. C'est un gamin qui, à chaque fois, dans ces trois férias de Noviada, est resté sur les lèvres des aficionados et des professionnels. Ça sera sa présentation en France. Et c'est pareil parce qu'il a été très bien à Arlego en particulier devant la Novia de Los Maños. Los Maños et Santa Coloma, ce sont des taureaux qui sont relativement
relativement difficile à torer. Et la noviada de Baltasar Rival, on l'a vu les autres années, c'est une noviada qui est exigeante pour les toreros. Hein, c'est pas quelque chose qui présente toutes les garanties de noblesse, on va dire, de tranquillité. C'est un bétail exigeant qui nécessite des capacités techniques et mentales importantes. Donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'il a accepté de venir torer les Baltasar Rival à Muron en présentation en France. Ça, c'est une chose à laquelle on tient, parce qu'à la fois, c'est quelqu'un qui grandit beaucoup, mais qui va se mettre devant du bétail, qui est exigeant aussi. Ça, c'est important. Le deuxième, alors, il est du même niveau que Sogno, il s'appelle Méné. Alors, il est à l'école de Salamanque, il est de Saragosse. Et El Méné, lui, il a été triomphateur à Gadadeve, il a été triomphateur à Vilaseca, il a été triomphateur du circuit de Noviada de Castilla et Léon, et lui aussi, alors, il est dans une tauromachie très classique avec des mots d'assaut d'une grande longueur, d'une grande pureté. Là aussi, les professionnels, il est rare d'ailleurs la veille, c'est quelqu'un qui promet énormément de Méné. Alors l'avenir nous dira si, mais en tout cas, au jour où l'on parle, entre le Prosogno et le Méné, on a un cartel qui est tauromachiquement parlant indiscutable. On va dire ça comme ça. Et on ne se lance pas des fleurs, la critique autour de ces deux toreros est unanime. Et le troisième torero, c'est Julio Mendes. Julio Mendes, certainement, beaucoup d'entre vous l'ont vu. Il a été vainqueur du Kilómetro Cero, qui est un concours de Moya San Picador à Madrid cette année. Il a gagné le Zapato de Plata, c'est-à-dire le concours des Novilleros d'Arpido, qui est le pendant du Zapato de Oro. Il a toré une cinquantaine de courses. Il est vainqueur du Moya San Picador de Dax. Il a clôturé la saison à Saint-Soleil en coupant 2 oreilles et en Novillero de Palmeral. Il est hyper ambitieux, d'une technique irréprochable déjà, et il va venir à Muron avec l'intention, soyez sûr, de couper plus d'oreilles qu'au Sogno et qu'elle Méné. Il est hyper mentalisé, c'est ce qu'il fait souvent, on l'a vu à Muron souvent, hein. Les troisièmes larrons qu'on choisit parce qu'ils promettent beaucoup, ils n'ont pas encore fait le pas de Picador, mais c'est souvent eux aussi qui tirent le république du jeu. Donc on a essayé de faire une cartelle à la fois équilibrée, avec la place pour les jeunes, avec Julio Mendes qui va débuter avec Picador, 18 ans, même pas 18 ans, qui va débuter avec Picador à Muron, et puis deux promesses déjà peu établies et reconnues par les professionnels, qui vont jouer sans doute une partie de leur carrière en France sur le niveau pour Muron. J'adhère complètement à ce que tu viens de dire, c'est de la diversité. La diversité, on sait que les Mexicains, comme Emiliano Osorio, ils ont parfois une tauromachie un peu différente. El Méné, c'est un gamin, pour avoir discuté avec son entourage, qui est de nature très 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 modeste. C'est la porte de survie, la corrida. Il sourit pas, il sourit pas souvent, et c'est une tauromachie vraiment, on va dire, pour s'en sortir. Et Julio Mendes, 33 novilladas San Picador, 56 oreilles, 7 queues, 33 novilladas, 7 queues. C'est au niveau qualitatif, c'est quand même le haut du panier. Le haut du panier. Donc, on va parler un peu de cette affiche. Cette affiche, vous voyez, qu'on dévoile là, on est assez content, parce que, vous voyez, ça 40e pack autorine. Ici, vous avez le 40, le 40e. Sur le Morillo, c'est l'endroit le plus viril du taureau, à Muron. Vous voyez. Et ici, les deux cartels, nos partenaires fidèles, j'en profite pour remercier tous les partenaires. C'est la période où on renouvelle les partenariats.
tout ce qui est sponsoring, mécénat, c'est vraiment une richesse de pouvoir compter sur des partenaires, malgré la conjoncture, qui sont quand même fidèles. Et donc cette belle affiche, elle a été dessinée par Antoine et Luc. C'est un dessin, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas un truc qui a été piqué à quelqu'un, c'est un dessin d'Antoine et Luc avec la moneta. On sent le mouvement du taureau vers la moneta, vers le logo de la Peña Torina. Vraiment, il nous satisfait à 2000%. L'année dernière, on avait eu Jean-Baptiste Luc qui nous avait dessiné aussi l'affiche, qui est l'affiche orange avec le taureau. Donc, je tiens à le remercier et à dire quand même, il y a quand même beaucoup de talent dans cette famille. Il y a quand même de la créativité. Jean, maintenant, on a dévoilé les ganaderia, on a dévoilé les toreros qui vont affronter ces élevages. J'aimerais qu'on ait l'avis d'un professionnel sur comment ça se passe lorsque les formes comme Balthazar Ivan déroulent la piste. Donc, on va accueillir un professionnel à la personne d'Alexis Lucas. Alexis Lucas, banderillero, tu vas venir nous rejoindre. On va te poser quelques questions. On peut l'applaudir. Comme Adrien, comme Richard, ça fait partie des personnes qui ont plus de courage que le commun des mortels, puisqu'ils se mettent devant les taureaux. Déjà, on est heureux de t'accueillir et on aimerait avoir de tes nouvelles parce qu'on t'avait quitté blessé à Agénio. Alexis en piste, comment tu vas, Alexis? Tout d'abord, déjà, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année. Déjà, ça c'est important. Et aussi, je voulais faire un petit peu comme tout le monde, vous féliciter à la Peña Torina de Mugron, à Jean Gilbert et tout le monde pour votre abnégation, le travail que vous y mettez, pour la transmission et de perdurer notre culture, notre passion. C'est pas facile, on le sait, c'est facile pour personne. De toute manière, la vie est facile pour personne. Mais en tout cas, félicitations. Donc déjà ça c'est important. Ensuite, oui, j'ai eu une petite blessure l'année dernière, donc ça peut arriver bien sûr dans ce milieu-là. C'est un milieu où on doit y mettre tous nos efforts de travail. Il y a des hauts et des bas, il y a des loupés, il y a des erreurs. Bien entendu, c'est un milieu qui nous fait avancer, qui nous fait apprendre quelque chose. Et donc les blessures font partie du quotidien, on les accepte, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il faut accepter les mauvais moments, il faut accepter les bons moments. Et on apprend de ses erreurs. Et donc la blessure, c'est une fracture du cubitus à Gédemont le 27 juillet. Donc ce qui m'a coupé la saison. Mais bon, après, vous savez, une chose, il fallait pas que je loupe le coup de Poutilla avant, sinon j'aurais eu ma saison remplie et je n'aurais pas loupé le coup de Poutilla avant. Et j'aurais pas eu cette blessure. Donc il faut se remettre en question. C'est la blessure, elle arrive, ça c'est pas grave. Il faut surtout se remettre en question, comme disait Adrien très bien tout à l'heure, dans ce milieu-là, parce que c'est comme ça, c'est la vie de tous les jours et c'est pour tout le monde pareil. Il faut toujours se remettre en question et apprendre de ses erreurs, de ses loupés et continuer de l'apprendre et surtout avec beaucoup de détermination et d'abnégation et de travail. Et je dis un petit peu les deux qualités principales pour un banderillero, c'est des qualités qu'on retrouve ici dans la vie de tous les jours, qu'il faut avoir dans la vie de tous les jours. C'est l'efficacité. Donc déjà ça c'est assez compliqué d'avoir ça. Il faut la chercher. Et avec l'efficacité c'est aussi la discrétion. La discrétion, bon, ça dépend de la personnalité que vous avez. Moi je l'ai et ça me paraît important aussi de rester dans son coin. Voilà. Alors on est content que ce soit rétabli et que tu sois prêt à attaquer la nouvelle saison avec toutes tes capacités bien sûr. Et
la question que j'aimerais te poser, c'est, voilà, nous on est organisateurs, on met au programme des élevages excessivement exigeants, on met en face des jeunes de 20 ans. C'est important l'équipe qui accompagne ces jeunes, les banderiers, les picadors. Quel est votre rôle quand le novice rentre en piste? Quel est votre rôle? C'est de canaliser le taureau, c'est de l'étudier, quel est le travail que vous faites? En premier lieu, c'est déjà on est protecteur. On ne se protège pas nous-mêmes, on protège notre matador. Donc en l'occurrence, d'Adrien, on est protecteur. Donc on ne peut pas éviter le premier coup, il faut absolument qu'on évite le second coup. Voilà, pas pour nous, bien sûr, mais je parle pour mon matador. Donc on a un rôle déjà de protecteur, ça c'est important. Ça fait partie de la solidarité. Et ça fait partie aussi de ne pas penser qu'à soi. C'est important justement, ça nous fait apprendre à penser aux autres. Et donc après, bien sûr, c'est un rôle très spécifique dès que l'animal rentre en piste. La première des choses que nous allons observer, je pense que Christophe Maestro et le maestro Richard Millian ne diront pas le contraire. Nous, et ce qui est important, c'est que nous allons faire en sorte de montrer le comportement de cet animal. Cet animal passe d'un champ, je vous donne un exemple de 10 hectares, où il est avec ses copains, il est avec ses cousins, ses compagnons, et donc ils se battent beaucoup, ils font d'autres choses, ils font leur vie ensemble, et là ils se retrouvent d'un coup dans un endroit fermé. Donc ça leur apporte du stress, sauf qu'on va voir justement, on va découvrir le mystère de cet animal. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va découvrir le mystère de cet animal. Et la première des choses que nous allons faire en sorte pour canaliser le taureau et surtout rendre, on va dire, animer le matador, on va se rendre compte que si le taureau a l'automatisme de baisser la tête, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas pour notre plaisir personnel. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tourner. On l'appelle. Si je le fais venir par ma droite, je vais rentrer sur la bouche à gauche. Parce que si je rentre sur la bouche droite, il peut se casser une corde venant charger le bradéro. Donc ça, c'est déjà important. Donc on va le faire tourner et on va faire en sorte qu'il arrive au bradéro sans le toucher. Sinon on va se faire engueuler, sans le toucher, mais on va voir s'il a l'automatisme en chargeant le bradéro de baisser la tête. On connaît tous l'image d'un taureau. Bon, il fait ça c'est un mauvais signe, parce qu'il attaque pour se défendre, donc ça c'est pas bon. Mais un taureau a l'aptitude de baisser la tête de baisser la tête quand il charge quelque chose. Ça, nous l'avons découvert, j'y étais pas, au début du XVIIIe siècle, où quand les nobles touraient à cheval dans les places majeures des villes et villages, ils se sont rendus compte à ce moment-là que le paysan qui écartait le taureau quand le noble tombait à cheval a eu l'automatisme de prendre, enfin a eu le courage de prendre un tissu, en l'occurrence un tissu qui n'était pas rouge, mais c'est un tissu avec sa béquille, donc c'est pour ça que la muleta ça veut dire béquille en espagnol, avec sa béquille qu'il a allongée, et il a donné le mouvement à cet animal, et ils se sont rendus compte que l'animal baissait la tête, obéissait au mouvement et baissait la tête. Donc depuis le début du XVIIIe siècle, on a fait en sorte de développer les qualités de cet animal par rapport à cet automatisme qu'il a de baisser la tête. Donc on va donner au public, on va montrer au public et montrer à notre matador pour qu'il aussi se tranquillise un petit peu, bien entendu. On va donc lui montrer les qualités qu'il a, donc son comportement sur la corde gauche, sur la corde droite, mais surtout cet automatisme de baisser la tête en chargeant le bradéro sans qu'il le touche. Sans qu'il le touche. Et s'il vient de la droite, je rentre sur la bouche gauche. S'il vient de la gauche, pareil, je rentre sur la bouche droite. D'accord? Donc ça, c'est important pour ne pas blesser le taureau, pour ne pas se faire engueuler. Et bien entendu pour tranquilliser notre matador, pour qu'il voit que le taureau baisse la tête. Pourquoi il va baisser la tête? Parce qu'après, c'est une sorte d'obéissance, de noblesse. Donc après les premiers coups de cap, il va pouvoir donner les premiers coups de cap pour voir, analyser le comportement sur les deux corps, mais au moins
il se soit rendu compte que cet animal va obéir au mouvement des seins de tête. Donc ça tranquillise notre matador. Ensuite, un taureau, il a différents comportements, c'est comme droitier ou gaucher. Il doit avoir différents comportements sur chaque corps. Donc, les premiers coups de garde vont être donnés et on va voir un petit peu le comportement qu'il peut avoir sur les deux corps. C'est important. Le matador va s'en rendre compte avec du métier, avec de la tranquillité. On va le faire doucement. Il faut qu'on soit, je vous rappelle aussi que c'est un animal qui est féroce, agressif, méchant. Pour le dominer, il faut que nous soyons tout le contraire. Il faut qu'on soit calme, qu'on soit doux, qu'on soit gentil. Voilà. C'est exactement tout le contraire que nous devons faire quand on se retrouve devant cet animal. Voilà. Donc après, bien entendu, il y a la pique. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est le perso de pique. Voilà. Ça, c'est les premiers indices pour la qualité de cet animal. C'est précis et c'est très très intéressant. Et vous avez des médias différentes selon si c'est une petite arène, si c'est une grande arène. Par exemple, je suppose, tu vois, par exemple, on fait rentrer un seul picador à même parce que le Ruedo il est plus petit qu'un Montarsan ou un Faisansac. Et est-ce que vous, pour la brigade, pour les venderiers, tout ça, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça vous gêne d'être dans une petite arène ou est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, je donne l'exemple de celle de Mugron. Oui, quand l'arène est plus petite, oui, il va falloir être beaucoup plus justement à ce moment-là efficace. Plus précis, efficace et rapide et vivace. D'accord? Et on va dire, peut-être, si je peux me permettre l'expression, plus intelligent que l'animal. Voilà. Plus futé, pardon. Plus futé. Donc, à Mugron, il y a une petite particularité, j'en parlais tout à l'heure avec monsieur. Je ne sais pas si. Je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Du côté de la présidence, vous voyez tous du côté de la présidence, en fait, quand vous partez de la présidence et que vous allez vers le Toril, moi c'est mon impression, je crois que l'agent aussi, la piste est un peu en pente. Voilà, donc elle est un peu descendante vers le Toril. Alors il y a quelque chose qu'il me faut à Mugron, qu'il ne faut pas faire, et ça a failli me coûter une blessure, c'était il y a 2-3 ans, je ne me souviens plus. En fait, si je le banderille sur le côté latéral, donc j'ai la présidence à ma gauche et le toril à droite, le novillo va me couper forcément. Parce qu'il va sentir le toril, il va sentir son espace à lui, il va sentir sa cadencia. Et donc forcément, il va faire en sorte de la défendre, cette cadencia. Et quand il défend quelque chose, forcément, il va beaucoup plus rapide et il coupe beaucoup plus au banderille. Donc en fait, à Mugron, le but des banderilles, c'est de banderiller, de lidier les taureaux en haut, enfin devant la présidence. Et surtout pas descendre vers les taureaux. Voilà. C'est la petite particularité à Mugron, il faut en faire attention. J'en parlais la dernière fois justement au Santo, à Julien Dussel Santo. Et donc voilà. Après, dans des grandes arènes, dans des arènes beaucoup plus spacieuses, beaucoup plus grandes, oui, il va falloir. Les banderilles, oui, là vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités pour vous mettre en lumière. Attention, je disais qu'un banderillero doit être efficace et rapide. Et efficace et discret. Moi, je veux l'être, je fais en sorte de l'être. Donc je ne sais pas si j'ai les moyens de me mettre en lumière, mais par contre je pense avoir les moyens d'être discret et d'être efficace. Mais dans une grande arène, bien entendu, on va peut-être plus prendre le temps de faire la lia et de s'opposer. Avec celui qui fait la lia. Dans les arènes plus petites, oui, il faut que les choses soient plus rapides. Le matador aussi demande à ce que ça soit assez rapide, parce que comme les arènes sont plus rapides, le taureau va être peut-être plus distrait et perturbé par plein de choses. Comme elles sont petites, donc il faut être, je pense, dans les petites arènes, être vraiment plus rapide et plus vivace et plus efficace. Sachant qu'il y a une petite particularité, c'est une petite chose qu'il faut faire et qu'il faut respecter. Alors je ne sais pas si la personne qui passe les banderilles, dans les arènes de Mugron est là. Je pense qu'il le fait, mais je ne me souviens plus. Alors si je peux me permettre, ça arrive dans certaines arènes.
il y a une chose que ceux qui passent les banderies doivent comprendre, c'est que quand nous, on attend les banderies sur la piste, si je suis sur la piste, forcément, je ne peux pas me déplacer pour aller chercher les banderies. Parce que je vais perturber la liga et je vais perturber le taureau. Je vais perturber aussi le banderillo qui fait la liga. Et ça, c'est hyper important. C'est la personne qui est dans le caillon, qui est avec ses banderilles et qui doit, en plus d'une manière très rapide, pour être lui aussi efficace, à vite nous amener les banderilles, parce qu'on n'a pas le temps. Donc il doit circuler dans le caillon pour venir nous chercher, pour venir nous passer les banderilles. Je dis ça parce qu'en fait, il y a plein d'arrêts où ces messieurs-là, ces personnes-là, attendent que nous venions chercher les banderilles. Exactement. Et ça, c'est terrible. Et un jour, je me suis fait engueuler. Je me suis même fait engueuler. J'attendais les banderilles et je disais, monsieur, viens là, comme ça. Puis moi, je ne suis pas un garçon agressif, je suis un garçon respectueux. Mais au bout d'un moment, je dis, viens. Je faisais comme ça. Et donc, le monsieur, il arrive, il me fait, mais qui tu me rends là? Donc j'ai vite pris mes banderilles, j'ai mis la pause, et après je me suis permis d'aller le voir et de lui expliquer, et c'est là où il a pas compris, et je lui ai dit, mais est-ce que vous savez que vous participez, avec les banderilles, vous participez à la lidia, même en étant dans le Calero, vous participez à la lidia du taureau. Et il m'a regardé avec des yeux exorbités comme ça, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je lui ai expliqué. Donc ce sont des petites choses comme ça, qui sont hyper importantes, mais moi, si je m'amuse à bouger sur la piste, forcément je perturbe la liga, et ce n'est pas bon. Et tout ça, ce sont des petits détails que nous apprenons aux gens, disons, et voilà, je le fais, mais que nous, forcément, il faut qu'on respecte. Parce qu'on est solidaire avec celui qui lit, on est même solidaire avec le taureau, parce que le taureau, comme vous le savez, on veut absolument voir les qualités de cet animal. Si vous perturbez la liga de l'animal, ça va être des coups de cap en plus, et c'est pas bon pour le matador et c'est pas bon pour le taureau. Et le meilleur coup de cap qu'on doit donner, c'est celui qu'on ne donne pas. Voilà. Ça mériterait des conférences dans les pédiatrines, avec faisant ça, la gamme, ça va passant partout. Une question? Oui, merci. Parce qu'on n'a pas compris au début. Vous faites découvrir le taureau et vous faites en sorte que. Pour les qualités. Ouais, que le taureau aussi se casse la tête ou pas. Et vous avez expliqué comment vous faisiez pour éviter qu'il colle le planche. Mais on n'a pas compris. Donc on a essayé vous êtes allé un peu vite avec droite et gauche. Il fallait. Il me faudrait un exemple, mais non, mais pas avec la il faudrait un Coladero. Non, quand on fait tourner le taureau, forcément, soit il va venir à l'arrière de face, soit il va venir à gauche, soit à droite. Vous voyez le Coladero, il faut bien rentrer dans le Coladero. Il y a deux bouches. Voilà. Il y a deux bouches. Là, je suis là, je vais prendre la carte, il va venir ici, je vais l'appeler. Et je vais respecter ma distance entre lui et moi pour que justement je ne sois pas trop près ni trop loin. Parce que si je suis trop près, il risque de me prendre. Et si je suis trop près, au moment si je rentre ici et qu'il arrive de là, qu'est-ce qu'il va faire avec sa corne de droite? Et là, il se casse la corne. Tandis que si j'analyse bien ma distance, je l'appelle et je rentre sur cette corne-là, sur cette bouche-là, la corne droite. Donc il faut rentrer à l'opposé de là où vous l'appelez. Parce que sinon, vous pouvez casser la corde du taureau. Parce que la corde droite va arriver comme ça. Et donc forcément, ça va lui casser à la base. Et la présentation que vous avez vue, et c'est surtout pour les organisateurs et les gens, donc on a une responsabilité envers ces gens-là qui mettent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui font l'effort pour organiser ça, et exactement, plus. Exactement. Parce que si vous cassez la corde de cet animal, forcément il faut le remplacer, mais si je ne me trompe pas, il faut payer le remplaçant, il faut payer le sauveur. Donc c'est de l'argent en plus. Merci. Voilà. Merci. On remercie Alexis parce que les succès sont faits.
fait de plein de détails. Et cela, c'est hyper important. Après, l'autre petite spécificité de la règle de bureau, c'est que le picador, la reine est en pente, que le picador serait plutôt en haut, côté fronton, ou voilà. En tout cas, c'est Victorino qui me le disait la dernière fois qu'il est venu. Il me disait, mais ici, il faut que les taureaux soient plus braves qu'ailleurs, parce que non seulement ils vont au cheval, mais en plus, il faut qu'ils montent pour aller au cheval. Voilà, c'est une petite anecdote. C'est vrai, par exemple, j'avoue que ça demande un petit effort supplémentaire. Si c'est en descente, c'est mieux. Et donc, Jeannot faisait référence à la conférence de 2012 avec Victor Martin, qui était venu à Mugron pour une conférence, effectivement. C'est toujours intéressant, on apprend toujours beaucoup de choses des professionnels, que ce soit les Ganaderos, que ce soit les hommes de piste. Alexis, merci. Effectivement, c'est beaucoup d'années pour emmagasiner des connaissances. Tu as fait une école de tauromachie ou comment tu as emmagasiné toutes ces connaissances? C'est quoi ton parcours de vie de torero? Non, moi j'ai un parcours assez spécial. J'ai jamais été matador ni novillero. J'ai commencé ma carrière à Séville, parce que j'ai vécu 8 ans à Séville, donc j'ai commencé là-bas. Non, de toute manière, c'est comme pour tout. Je ne vais pas donner des leçons aux gens. C'est comme la vie de tous les jours. Si vous êtes déterminé, si vous avez une détermination, même aveugle, si vous acceptez le danger, parce que le danger et l'ingratitude, moi quand je suis à la Petillade, donc forcément je dois accepter cette ingratitude-là, mais si ça vous fascine, le danger et l'ingratitude vous fascinent, donc vous avancez, vous travaillez, et je ne vais pas vous apprendre toutes les valeurs qu'on doit avoir dans la vie de tous les jours, c'est pas pour les taureaux, c'est dans la vie de tous les jours. Forcément, après année, à force d'avoir des blessures, de faire des erreurs, beaucoup d'erreurs. Oui, j'ai des traumatismes, pas des traumatismes graves, mais j'ai des choses qui de temps en temps j'ai besoin de m'en souvenir parce que quand vous faites mal les choses, étant exigeant envers moi-même, quand je fais mal les choses, je ne vais pas me réveiller le lendemain et être joyeux. Non, je vais passer du temps dans mon coin, du temps à réfléchir, du temps à travailler, du temps à peser le pour et le contre, et surtout du temps à se remettre en question et à continuer à avancer. Attention à mon petit niveau, je suis un garçon modeste, je suis un torero modeste, donc je sais rester à ma place, je fais en sorte de rester à ma place. Et je fais par contre avec de la détermination, et ça, je pense que c'est ça qui m'a fait, à mon niveau et à ma modestie, avancer. Voilà. On peut vraiment l'applaudir effectivement, parce que ça fait plaisir. Alors, cette expression, je n'aime pas, parce que je ne sais pas comment le tourner autrement. Ça fait plaisir de mettre à l'honneur les hommes de l'ombre. Ceux qui, c'est une expression qui n'est pas jolie, mais les banderilleros, les picadors, vraiment au service des toreros. Et quand le torero fait le tour de piste avec l'oreille ou la queue ou je ne sais pas trop quoi, il ne faut jamais oublier que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Donc, tu vois, ces moments qu'on a échangés, je me disais, ça aurait pu faire l'objet d'une conférence dans une peña à Bayonne, à Finansac, à Marseille, tout ça. Moi, ça me rappelle les lundis de Pâques où, après les corridas, après les noviadas, on marchait l'entrecôte et tous les anciens, il restait tous ceux qui t'ont précédé, Patrice Coey, Raphaël Cagnada, Christophe Ashkoura, effectivement. Et je me rappelle qu'on avait des discussions comme ça sur le Ruedo, sur la Lydia, sur ce qui va pas. Et ce que je te propose, Alexis, c'est que tu vas pouvoir aller manger ton dessert. Et on va accueillir Christophe Ashkoura. Il va venir 5 minutes nous parler de ce temps-là. Ça va? On approche de la fin, je sais que on n'a pas trop tenu les délais, mais je suis sûr que vous vous aboutiez avant de venir. Christophe, je vous vois. T'as bien mangé?
Temporada, peut-être des souvenirs sont moins vivaces. Mais est-ce que tu te souviens quand tu venais à Mugron et que le lundi soir on refaisait la Noviada, soit avec Rafael Cagnana, soit avec d'autres, et qu'on parlait justement de la Liga, des complications, que finalement c'était moins pire à Saint-Martin-de-Croix, et que c'était mieux qu'ailleurs. Et c'est vrai que c'était des moments d'échange. Il y a des élevages comme ça qui à vous, les professionnels, vous voient, ou des places où vous n'aimez pas trop aller. Ou est-ce qu'à chaque fois que vous vous retrouvez après un spectacle, vous avez du plaisir à partager et des expériences bonnes ou moins bonnes? Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que ce que tu racontes, je m'en souviens très bien parce que c'est une autre quotidien. À l'époque, alors je n'ai pas joué le vieux comédien, même si j'ai quelques cheveux gris, mais à l'époque, nous étions torero passionnés, de bonne qualité, mais très passionnés, et on n'en était que pour le taureau. Et bon, moi j'étais noviero, j'adore, donc je suis devenu banderillero, j'ai fait ça pendant 20 ans, j'ai arrêté en 2011. Et j'ai arrêté, alors, parce que déjà je ne voyais pas grandir mes enfants, mais surtout parce que le soir des corridas, quand je montais dans la fourgonnette, je me retrouvais avec des jeunes bandérillons, alors pas mais avec beaucoup de jeunes bandérillons qui étaient plus des sportifs habillés de lumière que des toreros dans la main et au fond de leur tripe, et je me faisais chier dans ma fourgonnette. Et me taper des milliers de kilomètres toute une saison avec des gens qui ne parlent que de football, du foot, de la corrida qui viennent de vivre, je ne reconnaissais plus le métier que j'avais choisi il y a des années. Voilà, je ne parle plus pour les quadrilles, je ne parlerai pas pour les matadors, je vous laisse le soin d'en parler. Voilà. Voilà, mais effectivement, tu me parles du bon temps, et la corrida, elle ne commence pas au moment où sort le premier taureau et elle ne termine pas à la fin de la mort du 6e. On refait la corrida toute la nuit, on se la refait dans la tête. C'est un éternel recommencement. Tous les jours, autant pour le matador que pour la quadrille, les compteurs sont remis à zéro et c'est une remise en question au quotidien et ça doit rester comme ça. Voilà. Juste un petit détail sur les quadrilles, parce que mon collègue vous en a parlé tout à l'heure. Mais essentiellement dans les quadrilles, il y a deux banderillos. Il y a trois banderillos dans une quadrille, mais il y a deux banderillos lidiando et un banderillero qui est troisième. Et la grande qualité du banderillo lidiando, c'est d'être un monstre avec le capot. Les banderillos, entre guillemets, sont secondes. Si on peut les mettre correctement, tant mieux. Mais si pour éviter une passe ou deux passes de plus pour l'autre, qui va enlever des mouletas pour le matador, et bien il faut passer une main. Voilà. Et le troisième, ça doit être avant tout, avant de super bien maintenir, un monstre avec la politique. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les bons professionnels appliqués. Alors, la question, je voulais partir avec toi, c'est que j'aimerais Christophe, parce que certains d'entre vous le connaissent, d'autres le connaissent moins. Christophe, qui a été banderillero, mais avant il a été noviero et noviero salutateur, il a arrêté à un moment, c'est la raison qu'il a exposé le pourquoi, en tout cas pourquoi il a arrêté. Alors, moi je vais lui poser la question, pourquoi aujourd'hui, en 2024-2025, mentalement, tu es resté torero, pourquoi tu as refait le pas d'aller dans une école taurine, en l'occurrence celle de Richard? Quelles sont tes raisons profondes de cet investissement de nouveau? Il va être exigeant parce que l'investissement auprès des jeunes d'apprentissage, c'est un investissement quotidien, mental et physique. Quelles sont les raisons profondes qui t'ont fait revenir en arrière, mais en tout cas recommencer un nouveau chemin? J'ai tout fait pour les projets. J'ai vraiment tout fait pour des projets et j'ai passé quasi une dizaine d'années sans voir ni de corrida télévisée, ni aller voir des taureaux. Et j'ai trouvé le boulot, je chasse, je m'intéresse à plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai pu me faire chier pendant 10 ans? En fait, je me rendais compte que j'attendais quoi? La fée. Parce que quand vous avez connu ça, quand vous êtes passionné de cette manière-là, il n'y a rien qui ressemble à ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même gagner une montagne d'argent au loto, ça ne fonctionne pas.
Donc si je voulais rester vivant, il fallait que j'y retourne. Y retourner, je ne suis pas complètement débile. Je vais me remettre dans un hétéro, j'ai presque 60 ans. Et je ne vais pas non plus aller au corridor me montrer dans un cahier parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Mais je repars à la base, à la source, à la vérité, c'est-à-dire Richard, on se connaît depuis très longtemps. Ce type, il est pire que moi, quoi. Il parle avec le cœur, il le pose sur la table tous les jours. Vous me parlez comme quand vous me voyez tourner. Je ne me suis pas pensé 2 secondes quand je suis allé à Arzac, la première fois je suis ressorti de ma grotte. J'ai vu Richard dans un caïron, je lui ai tapé sur l'épaule, il m'a fait un sourire, et c'est parti quoi. C'est reparti pour continuer la vie que j'ai depuis toujours, avec une parenthèse. J'en avais besoin sur la petite parenthèse d'une dizaine d'années. Allez.